Merci. Donc, nous voici dans la dernière étape de ce parcours. Donc, bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints pour cette dernière session et merci à ceux qui nous accompagnent depuis plusieurs étapes de ce parcours d'être encore avec nous. Si je devais retenir une seule idée de la journée d'hier et des discussions de ce matin, c'est celle du danger d'un hiatus entre les attentes à l'égard de la recherche et les réponses qu'elle donne. Et ce danger est particulièrement important pour la recherche finalisée sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, tant les attentes sont grandes. On l'a discuté ce matin à l'âge de ce qu'on peut appeler l'anthropocène. Hier, les étudiants du BTS d'Ozeville ont posé la question de façon assez abrupte à Philippe Mauguin et Nadia Pelfig en disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour les agriculteurs ?» Et on voit que cette question, c'est un peu la question qui tue. C'est une question qu'il faut prendre au sérieux avec toutes ces difficultés, tant l'espace de la recherche n'étant pas celui des pratiques agricoles, les temporalités sont différentes. Voilà, donc du coup, c'est une question qui est importante et on pourrait multiplier les interpellations qui sont autant d'interrogations sur la capacité de la recherche d'être au rendez-vous, si je puis dire. Donc, dans cette dernière session, on souhaite aborder ce point dans une perspective peut-être qu'on peut dire plus, ça a déjà été amorcé dans la session précédente, essentiellement, je dirais, épistémologique. Alors, ce n'est pas pour utiliser un grand mot, mais c'est pour dire, en fait, ce qui va nous intéresser là, ce n'est pas les institutions, ce n'est pas les rapports entre science et politique, c'est vraiment la question de la logique et des formes de production de connaissances. Alors, pour poser le débat, je vous propose de partir d'une thèse, évidemment discutable. Je pense que nous allons la discuter. La thèse pourrait être la suivante. Pour répondre aux grands défis sociétaux, alors, on ne va pas les lister, mais le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, une alimentation saine pour tous, etc. Donc, pour répondre à ces grands défis sociétaux, en fait, ça impose de produire des connaissances sur des systèmes d'une grande complexité afin d'apporter une contribution qu'on considère comme essentielle pour des transformations qui ne sont pas des transformations mineures, en fait, mais qui sont des transformations systémiques. La question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment des changements de trajectoire dans les façons de produire, les façons de consommer, les façons d'habiter, les façons de se déplacer. Bon, voilà, donc il y a vraiment l'imminence de changements qui sont vraiment des transformations qui sont vraiment systémiques et profondes. Et donc, ça signifie effectivement que les objets sur lesquels il faut travailler de façon à aborder, à contribuer à ces transformations, sont eux-mêmes d'une très grande complexité. Et dans la session sur l'engagement, nos collègues ont discuté de la pluralité, du pilotage par les thématiques, ce qui pose des questions essentielles sur lesquelles on ne va pas revenir, notamment la question de la liberté de la recherche, l'autonomie des chercheurs dans le choix des thématiques, le choix de leur sujet de recherche. Je pense qu'on va revenir sur cette question. Alors, si on prend la thèse que je viens d'énoncer au sérieux, il faut sans doute développer des recherches interdisciplinaires, donc qui associent différentes disciplines autour d'un objet ou d'un problème commun. On l'a dit hier, en fait, avec une interdisciplinarité large ou radicale, incluant sciences de la matière et du vivant et sciences humaines et sociales, mais également des recherches transdisciplinaires qui associent aux recherches interdisciplinaires des acteurs et leur savoir d'action ou leur savoir d'expérience. Cette injonction à l'interdisciplinarité, à la transdisciplinarité, elle n'est pas du tout nouvelle. Pourtant, force est de constater que malgré des efforts non négligeables, les effets sont encore très, très modestes.
Donc, la question complémentaire qu'on peut poser, c'est dans quelle mesure l'époque que l'on vit, qu'on peut qualifier d'âge de l'Anthropocène, dans quelle mesure l'âge de l'Anthropocène impose-t-il une transformation profonde de la recherche elle-même? Et si oui, dans quelle direction faut-il aller? Quels sont les freins? Quels sont les leviers? Évidemment, je ne vais pas reprendre le stock de tout ce qui a été discuté. Je pense qu'il répond partiellement à ces questions. Et là, je vais me tourner vers trois collègues chercheurs qui pratiquent la recherche au meilleur niveau dans des domaines avec des approches sur des objets très différents. Donc, permettez-moi de les introduire. Donc, tout d'abord, Marianne Serre. Marianne est agronome et ergonome. Elle est directrice de recherche INRAE à l'université s'adapte en région parisienne avec la migration vers le tant attendu vers le plateau de Saclay. Elle a mené de nombreuses recherches sur la construction et la mobilisation de connaissances dans les processus d'innovation et de changement au sein du monde agricole et plus généralement sur les liens entre production de connaissances et action. Et Marianne anime aujourd'hui l'initiative IDEAS, qui est un réseau de scientifiques d'INRAE et d'AgroParisTech, réseau de scientifiques qui travaillent sur les processus de conception au service des transitions dans les systèmes agricoles et alimentaires. Donc, avec Marianne, on est vraiment dans le sujet. Avec Fred Garcia, on va avoir une autre perspective sur ces questions. Donc, Fred est directeur de recherche à l'unité MIAT à Toulouse. Donc, c'est d'une certaine façon le local de l'étape. Fred est chercheur en intelligence artificielle. Il a été chef du département de mathématiques et d'informatique de l'INRA. Et ses travaux actuels sont des travaux en modélisation des processus de décision qui l'ont amené à s'intéresser aux notions de comportement et d'agentivité chez les plantes, qu'il aborde en collaboration avec d'autres chercheurs en biologie, physique, mais aussi ethnologues ou artistes. Donc, des objets qui ne sont pas en fait dictés par la réponse aux défis, mais qui sont pleinement ancrés en fait dans une interdisciplinarité radicale. Enfin, Olivier Amand, Olivier est directeur de recherche INRAE également au laboratoire de reproduction et du développement des plantes à l'École normale supérieure de Lyon. Olivier travaille à la frontière entre biologie, physique et modélisation informatique. Bon, il a publié de nombreux articles scientifiques, notamment sur la forme des plantes et la biophysique associée. Parallèlement, Olivier est fortement impliqué sur toutes les questions environnementales via des formations interdisciplinaires sur l'Anthropocène, mais également des projets art-sciences et des publications dans ces domaines. Voilà, donc on a, pour traiter de ces questions, le panel idéal. Merci vraiment à vous de vous être mobilisés pour cet exercice et d'avoir accepté d'une certaine façon, de sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc, je vais vous poser une première question. Donc, en posant en fait de présenter, de compléter cette présentation en indiquant comment les thématiques que je viens d'évoquer pour introduire cette session, comment ces thématiques font écho à votre propre expérience comme chercheur. Je pense que là, il est vraiment très important de partir de votre expérience qui me semble vraiment très importante pour éclairer ces questions. Alors, je vous propose qu'on commence par Marianne, puis Fred, et puis enfin Olivier. Donc, Marianne. Ah oui, bonjour à tous, merci. Et je vais faire aussi comme Bernard, de vous souhaiter à tous un bon anniversaire dans le cadre de ce colloque.
Mais en ce qui me concerne, si je réponds à la question que me pose Pierre Benoît, d'où je viens, quelle est mon expérience, en fait, mon expérience, elle est celle du SAD. En fait, je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Enfin non, en tout cas, mon entrée à INRA et maintenant INRAE, donc en 87, ça fait quand même maintenant un certain temps. Et je dirais que je suis rentrée dans un milieu scientifique, en fait. Je ne suis pas rentrée dans une discipline. Je suis rentrée dans justement un espace où on se questionnait déjà sur ces questions d'interdisciplinarité et de travail avec les acteurs. Donc, une interdisciplinarité qui était d'emblée pensée entre des sciences euh, humaines et sociales et des sciences biotechniques ou biologiques. Au départ, sur des questions de, oui, les agriculteurs ont des bonnes raisons de faire ce qu'ils font et l'innovation, il faut la repenser, repenser la manière de saisir ces questions-là, avec des grands terrains sur lesquels ces questions-là étaient abordées, qui donnaient donc lieu à des interactions avec les acteurs. Donc, d'emblée, aussi, cette question de la transdisciplinarité s'est posée avec des réflexions sur recherche-action, recherche participative, recherche collaborative. Enfin, après, on est passé par différents termes pour évoquer ces questions-là. Moi, je pense que comme ça a été dit par Pierre Benoît et puis par d'autres ce matin, peut-être hier, mais désolée, je n'ai pas pu assister hier. En fait, la question qui m'a travaillé et qui travaille le département plus largement, je pense, c'est qu'on ne peut pas réduire la complexité et qu'il faut donc accepter de traiter ce qu'on peut appeler des wicked problems et que pour faire ça, c'est Et tu peut-être peux un dire ce peu que c'est c'est des les problèmes problems? justement mal définis, qu'on a du mal à saisir, chacun peut avoir un peu sa manière de saisir le problème en question. Et donc, par rapport à ça, en tout cas, ma conviction à moi, c'est qu'une approche hypothético-déductive à partir de sa propre discipline est compliquée et qu'il faut donc accepter de partir de ces situations problématiques, d'essayer d'en saisir cette complexité en l'apprenant par différents points de vue, que ce soit des points de vue disciplinaires ou des points de vue des acteurs. Et ça suppose du coup d'être à l'aise avec des méthodes que moi je qualifie d'inductives, éventuellement d'abductives. Et donc, c'est une forme d'inconfort parce qu'en fait, on ne sait pas toujours quel est le cadre théorique qu'on va vraiment arriver à mobiliser dans ce contexte-là. Bon, voilà, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je lisais juste avant de reprendre la conférence un petit mot des doctorants de mon unité disant on est content de faire de l'interdisciplinarité dans nos thèses, mais c'est une forme d'inconfort parce que justement, on a l'impression de bricoler en permanence. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Bernard Chevassus disait oui, le SAD, c'était pas très clair méthodologiquement, voilà. Donc, je pense que les approches comme ça de type inductive, elles peuvent induire un peu cette impression de bricolage permanent. Par ailleurs, je pense que ça nous impose aussi de réfléchir à comment nos savoirs, puisqu'on travaille avec les acteurs, on les construit avec eux pour en faire des savoirs actionnables et tout en ayant aussi nos exigences de produire de la connaissance scientifique dans nos champs disciplinaires. Donc, il y a une réflexion à avoir qui est importante sur comment on associe en fait cette production qui s'externalise un peu de la dynamique dans laquelle on est avec les acteurs et puis comment on travaille aussi avec les acteurs à coproduire avec eux des savoirs. Donc, bon, après, tu parlais Enfin, moi, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, ça exige ça a des exigences éthiques et comme l'a dit un certain nombre des intervenants précédents, un problème de réflexivité. Et cette réflexivité, elle n'est pas uniquement sur la posture, je pense, elle est aussi sur le processus qu'on mène en commun. Donc, elle est sur se permettre collectivement, quand on est dans un dispositif comme ça, interdisciplinaire et transdisciplinaire, de s'interroger sur le processus et pas simplement sur chacun ce qu'on y fait. Voilà. Après, je pense qu'il y a un frein qui est bien connu, c'est la spécialisation, mais évidemment aussi, je pense, cette difficulté, en tout cas moi je ressens cette difficulté d'amener en fait des approches qui soient justement inductives ou abductives parce qu'on est formé depuis je dirais pas notre plus jeune âge, mais enfin en tout cas depuis le collège à ces approches hypothético-déductives et qu'on a du mal à s'en départir.
et que peut-être aussi cette reconnaissance de la pluralité des façons de faire de la science qui peuvent être différentes dans la manière de construire l'apport de la preuve entre disciplines, fait que des fois, si on ne reconnaît pas cette pluralité, si on n'est pas assez peut-être formé à cette pluralité, on peut se sentir en difficulté par rapport à ce type de dynamique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, il y a déjà énormément de choses, hein, effectivement, et cette question de… Alors, l'opposition entre hypothético-déductif et inductif, je pense qu'elle est importante, il faudra y revenir. Ça pose la question, en fait, de la construction des objets de recherche, hein, et donc, l'induction, c'est pas la vitrocéramique, hein, c'est vraiment l'idée que on doit pouvoir construire des vraies questions de recherche, des objets de recherche, à partir effectivement de ce qu'on peut appeler la réalité, qui elle-même n'est pas aisée à saisir. Donc, je pense qu'il y a derrière ce que tu as dit, de matière à discussion. Tu as posé aussi la question de la réflexivité, et la réflexivité, non pas comme une aventure personnelle, mais comme une entreprise qui doit être partagée, hein, réflexive. Donc, voilà, donc pas mal d'éléments sur lesquels on va sûrement rebondir. Et puis bon, cette question du bricolage, je pense qu'elle est essentielle aussi. Et, on donne souvent en tant que chercheur dans le compte-rendu des recherches qu'on peut faire dans des articles ou dans des documents, les rapports d'évaluation, etc., une vision un peu lisse, linéaire, comme si tout avait été conçu dès le départ d'une façon rationnelle, avec les méthodes, les matériaux, questions, méthodes, matériaux, etc. Et puis, en fait, on va peut-être discuter aussi de la façon dont ça se passe pour de vrai, mais avec des visions qui peuvent être différentes et complémentaires. Fred, donc, tu es plutôt un matheux, donc tu es le champion des méthodes hypothético-déductives. Il n'y a pas mieux. Non, non, non. Et en fait, Quand tu as trois axiomes, en fait, tu as la solution, en fait. je suis ni matheux, en fait. Et puis, je ne pense pas que justement les approches hypothético-déductives elles soient trop adaptées au domaine des mathématiques. Mais voilà, donc, non, moi, je suis plutôt d'une culture automatique, intelligence artificielle. Alors, ça repose beaucoup sur les mathématiques, mais à la base, je suis ingénieur automaticien. J'ai fait une thèse en intelligence artificielle. Une thèse plutôt logique, algorithmique, donc c'était des maths, mais c'est plutôt des maths discrètes, si tu veux. Enfin, voilà, c'est pas… voilà, j'ai failli partir vers après un postdoc, j'ai failli partir vers l'IA et la robotique. Et puis finalement, j'ai été recruté ici à Toulouse, où j'avais fait mes études supérieures. Là. J'ai été recruté comme chercheur en intelligence artificielle dans l'unité BIA à l'époque, le MIAT d'aujourd'hui, sur les questions de planification, de modélisation, on va dire, des processus d'action, de décision des agriculteurs. Voilà. L'équipe ici, le département à l'époque, voulait que je travaille là-dessus au départ. Et ça collait à peu près avec ma thèse, sauf que j'y connaissais vraiment rien du tout au monde de l'agriculture, ni de la biologie, ni rien, tu vois. Mais c'était un pari un peu pour moi, quoi. Voilà, c'était les choix. Et donc, j'ai passé pas mal d'années entre Toulouse et Grignon. J'ai travaillé longtemps aussi au démarrage de ma carrière. J'ai travaillé beaucoup au labo d'économie d'ESR là, chez Jean-Marie Atonati à Grignon. Et en fait, tout le début de ma formation à la recherche agronomique, je l'ai presque fait plutôt là-bas, on va dire, en travaillant avec pas mal d'agronomes ou de collègues du SAD, quoi. Donc, je rebondis sur ce que disait Marianne. Moi, je suis arrivé, le SAD n'était pas si vieux que ça, c'était en 94, donc je ne sais pas, il devait avoir peut-être une quinzaine d'années ou un truc comme ça. Et donc, j'ai beaucoup lu, parce que c'est comme ça que j'ai découvert un peu l'INRA, j'ai beaucoup lu tous les textes un peu fondateurs du SAD sur les questions d'interdisciplinarité, les questions de relations aux acteurs et tout ça. Et Jean-Marie Atonati, qui était un économiste, il était quand même très sadien quand même quelque part, parce que voilà, je pense qu'on a beaucoup fait de terrain, d'aller voir des agriculteurs pour les outils d'aide à la décision, etc. Donc, il avait une culture du terrain qui était quand même un peu originale par rapport à la plupart des économistes de l'ESR à l'époque. Mais moi, mon angle d'attaque, c'était la modélisation, on va dire. Voilà,
j'ai attaqué assez rapidement l'interdisciplinarité à l'INRA, mais via la modélisation des pratiques. En parallèle de ça, j'ai continué c'était un peu la culture dans le département, quoi, et ça reste la culture dans le département. J'ai continué ma carrière de chercheur en intelligence artificielle sur les thèmes toujours de la décision, de l'action, quoi, donc des travaux en planification et puis en apprentissage par renforcement, comme on appelle. Donc, beaucoup sur la modélisation des comportements. Voilà, j'ai fait ça. Et disons que j'ai essayé de maintenir cette double culture un peu académique en IA et puis pratique agricole, mais dans une approche plutôt SAD, on va dire, pour la modélisation côté INRA. J'ai tenu ça, je ne sais pas, une quinzaine d'années, quoi. Et puis après, vers la fin de cette période, j'ai eu le sentiment que mes travaux étaient de plus en plus ressemblaient de plus en plus à ce que j'appellerais de la recherche opérationnelle ou de l'optimisation. Voilà, c'est un regard sur soi-même, quoi, dans quoi on est embarqué, qu'est-ce qu'on fait. Et j'étais de plus en plus dans des projets où il s'agissait d'optimiser des pratiques, et même dans mes approches méthodo, je faisais de plus en plus d'optimisation. Et je pense que ça m'a un peu saoulé à un moment. C'est ta phase de réflexivité alors. Voilà, ça a été une phase forte de réflexivité. Et donc, bon, mais c'est des évolutions normales de carrière. Et, voilà, et je suis passé chef du département. Voilà, j'ai pris la direction du département de VMIA. Là. Et ça a été une parenthèse, on va dire. Je ne veux pas parler des travaux que j'ai fait. J'ai fait assez peu de travaux scientifiques sur cette période-là. Ça a été compliqué. Et quand je suis revenu 7-8 ans après, j'ai fait le choix, comme le disait tout à l'heure Bernard Chevassus, là, il disait de revenir sur le sommet de la pyramide. Voilà, j'ai fait le choix de revenir à de la recherche. Parce que ça m'avait quand même un peu manqué, quoi. Et voilà. Et alors, dans la question, et ça sera en lien avec un peu les questions que tu as évoquées tout à l'heure sur l'autonomie du chercheur, sur le choix des questions, etc. Je pense que c'est un exemple qui peut illustrer, et on pourra en parler, mais c'est vraiment posé pour moi la question sur quel sujet je reviens, quoi. Et voilà, on a 50 ans, on a des compétences, on va dire, disciplinaires, mais le sentiment d'avoir une assez grande liberté, mais je pense que ça peut être unique lié au contexte que j'étais chef de département et je revenais, mais je pense que ça peut quand même se poser à beaucoup de collègues et c'est une liberté qu'on a de, à un moment, se dire sur quoi je vais travailler, sur quoi je travaille, quoi. Et donc, ça m'a pris du temps et finalement, j'ai fait le choix de complètement changer et de m'orienter vers la biologie végétale et d'essayer de faire du lien entre ce que je connaissais de la modélisation des comportements en IA, en intelligence artificielle, que j'avais plutôt appliqué aux agriculteurs, on va dire, et essayer de faire le lien entre ça et tout ce qui commence depuis quelques années, tout ce qui commence à se faire sur la notion de comportement des plantes, d'intelligence des plantes, de cognition végétale, etc. Voilà, et je me suis embarqué là-dedans il y a un certain nombre d'années et le hasard a fait que j'ai pu trouver des points d'accroche avec des collègues sur Toulouse, en particulier au LIPM. Et voilà, et je suis parti sur ce sujet maintenant, quoi. Et donc, à la fois, ça illustre cette interdisciplinarité forte, et puis ça illustre aussi ces questions à un moment donné, quelle autonomie on a dans nos questions de recherche et dans nos objectifs de recherche. Pour finir, sur juste ce parcours, pour illustrer un peu ces questions d'inter et de transdisciplinarité, la question que j'ai abordée sur le comportement des plantes, comportement sonore, réaction des plantes à des sons, etc., finalement, ça m'a ouvert au-delà des disciplines, quoi. Ça m'a amené à travailler avec d'autres communautés de citoyens, des agriculteurs qui utilisent du son pour protéger leurs plantes, mais qui n'ont aucune base scientifique pour le faire, et qui pourtant ont des pratiques qu'ils assument, quoi. Voilà. Et donc, cette notion est-ce qu'on peut parler de savoir, de croyance, de ce qu'on veut, mais des pratiques assumées par des collectifs, par des gens, et qui ont qui ont accepté l'idée que la science ne s'y intéresserait pas. Et moi, ça m'a guidé un petit peu dans le choix de ce thème aussi. Voilà, et puis on en reparlera peut-être plus tard, mais l'ouverture au monde des artistes qui m'a aussi aidé à aborder tout ça. Et j'arrête là. Merci Fred. Je pense qu'on reviendra sur cette aventure et notamment je trouve ce qui est très intéressant, c'est
la construction d'un objet de recherche, en fait, qui n'est pas du tout évidente. Hein. Donc, le comportement sonore des plantes, les questions d'intelligence des plantes, d'agentivité, comme tu dis, voilà, ce n'est pas un sujet qui est donné. Voilà, je discute avec Pierre-Paul Jacques, je vais dans la rue. Il y a vraiment derrière quand même un changement profond de la représentation de ce que sont les êtres végétaux. Hein. Donc, du coup, cette construction de l'objet de recherche, je pense qu'il faudra revenir là-dessus parce que cette représentation, je pense qu'elle est permise par certaines observations biologiques, physico-chimiques, qui attestent. Bon, enfin voilà, je ne vais pas le faire à ta place. Oui, non, mais on y reviendra. On y reviendra parce que je suis vraiment attaché à creuser cette question de l'aller-retour entre une transdisciplinarité qui aide à construire les questions de recherche, les objets de recherche. C'est là où je la vois. Pour moi, c'est là où je vois l'intérêt. Et après, un retour vers des disciplines. Voilà. Oui. Ici, la physique, la biophysique, des choses comme ça. Et je pense que ce qui a été moteur sûrement, et on va passer la parole à Olivier, mais c'est sûrement des hypothèses assez audacieuses, en fait, sur audacieuses et complètement iconoclastes au début. Enfin, moi, je me souviens de discussions sur la musique des plantes, on a discuté donc, sur la façon dont, en exposant les plantes à des vibrations, on peut obtenir des effets qui sont. Enfin, voilà, donc c'était complètement iconoclaste. Hein, aujourd'hui, enfin, voilà, donc, du coup, il y a une hypothèse aussi, un pari qui est fait sur une réalité qui nous est cachée. Hein, et donc, voilà. Donc, Olivier, à toi. Merci, c'est déjà riche comme échange. Donc moi, je suis très heureux d'être là aussi parce qu'un moment de réflexivité sur la recherche, c'est vraiment, vraiment important. Je pense qu'on ne le fait pas assez souvent et vraiment, j'apprécie beaucoup ces 2 journées. Et justement, il me semble qu'un petit peu la question qu'on se pose ou peut-être qu'on devrait se poser plus souvent, c'est quoi un chercheur en fait? C'était quoi, ça va être quoi aussi, quoi. C'est quoi la dynamique? Et alors, moi, j'ai une petite réponse un peu basée sur ce que je vois et ce que je pense que tout le monde voit. C'est la réponse, disons, la plus rade et pâquerette. Un chercheur ou une chercheuse, c'est quelqu'un qui identifie une question et qui a une stratégie pour y répondre. En gros, ça, on pourrait le dire ça de façon très simplement. Le petit souci avec cette définition-là, c'est que souvent, on peut passer beaucoup de temps sur la stratégie et du coup, un peu oublier la question. En fait, la stratégie, le danger de la stratégie, c'est qu'elle s'auto-justifie, quoi. Donc, en gros, on peut avoir la meilleure stratégie qui répond à la mauvaise question, quoi. Ou en tout cas, une question pas si pertinente que ça ou qui est dépassée, obsolète. Donc, du coup, il me semble que cette question de la question, c'est vraiment central dans ce que c'est que la recherche ou un ou une chercheuse. Et donc, dans mon parcours, moi, j'ai fait une thèse plutôt en biologie moléculaire, biologie cellulaire, où à l'époque, on parlait beaucoup de gènes maîtres, de blueprint, de contrôle. Et donc, en fait, c'est une vision très, très, très biaisée de la biologie, hein, quand même. Hein. C'est pratique parce qu'on peut mettre des flèches A induit B, etc. Mais en fait, c'est une vision quand même très, très biaisée de la biologie. Et en fait, quand on ouvre les bouquins de bio, les livres académiques de biologie, ces livres-là, en général, dénoncent la théorie de l'intelligent design, du dessin intelligent. Mais si on regarde les figures et si on lit le texte, c'est de l'intelligent design de A à Z, quoi, de la première à la dernière page. Tu peux expliquer l'intelligent, dire un peu plus? Oui, alors, je vais le dire de façon très brutale, hein, mais c'est en gros, Oui. c'est un petit peu créationniste, quoi, qui dit que tout est déterminé, quoi, grosso modo, hein, et que donc tout est sous contrôle. Et en gros, il n'y a quasiment que du top-down, quoi. Enfin, j'exagère un peu, parce que c'est quand même pas à ce point-là, mais c'est quand même un peu ça l'idée générale, c'est le contrôle domine tout, quoi. Donc, c'est une forme de rationalité du contrôle qui est très, très forte. C'est ça l'idée, oui. Voilà, en grosso modo. Et du coup, cette vision de la biologie, bon, on sait qu'elle est fausse, hein. En fait, les biologistes savent que c'est faux, mais tous, hein, et je m'inclus dans ce groupe, on utilise beaucoup le mot contrôle, tout ça, parce qu'en fait, c'est très difficile de manier ces concepts sans avoir une approche réductionniste, finalement, en séparant les choses. Donc, du coup, dans ma progression de carrière, on va dire, j'ai commencé à m'intéresser un peu à d'autres choses, quoi, à prendre un angle un petit peu différent. Alors, l'interdisciplinarité m'a beaucoup aidé. Et comme le disait Fred, le rôle premier de l'interdisciplinarité,
c'est de poser la question, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de se poser la question de la question avec l'interdisciplinarité, parce que du coup, on n'est pas expert, hein, et du coup, on ne peut pas parler de stratégie, on est obligé de se recentrer sur la question. Donc ça, c'est vraiment crucial, hein, beaucoup plus que la complémentarité, c'est vraiment la question que permet l'interdisciplinarité. Et du coup, voilà, avec ces interactions avec les physiciens, avec les modélisateurs et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que finalement, moi, mes mots-clés qui m'intéressent dans ma recherche, c'est pas tellement, voire même pas du tout le contrôle ou voilà, le blueprint et tout ça, c'est plutôt les fluctuations et les rétroactions. Fluctuations et rétroactions. Et donc, c'est plutôt des aspects dynamiques, non hiérarchiques, où en fait, c'est voilà, un peu mal défini. Ça rejoint un petit peu les wicked problems que j'ai mentionné avant. C'est un petit peu cette idée-là, en fait, que les choses sont beaucoup plus émergentes, quoi, sont beaucoup plus organiques dans le vivant. Et alors, ce qui est assez... et donc, bon, je ne vais pas vous détailler mon projet de recherche, mais ça implique beaucoup voilà, le rôle des forces dans le développement des plantes et des choses comme ça. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, ce mouvement-là, là, en quelque part, basculer du contrôle vers les fluctuations, les rétroactions, une vision beaucoup plus dynamique de la biologie, c'est en miroir de ce qui se passe dans l'Anthropocène, en fait. Alors là, je vais sortir complètement de mon champ, mais je me permets, puisqu'on est dans une période Vas-y, réflexive. on t'attend. Oui, parce qu'en fait, donc, on va dire la biologie, voilà, il y a quelques décennies, c'était vraiment beaucoup axé sur le contrôle. Et dans l'Anthropocène, on se rend compte, en fait, la première définition de l'Anthropocène, c'est dire que l'humain a le contrôle sur la planète. Mais en fait, ça, c'est évidemment complètement faux. En fait, on se rend compte qu'à cause des rétroactions planétaires sur l'humain, c'est l'humain qui a perdu le contrôle. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'en recherche, en tout cas dans mon domaine, c'est vraiment évident, on est en train de s'éloigner du contrôle, on est en train de mettre en valeur le rôle des fluctuations, des rétroactions, et la même chose se passe dans l'Anthropocène, dans le champ de l'Anthropocène, et en fait, bien au-delà, évidemment, hein, dans le thème des changements globaux. En fait, on se rend compte que l'histoire du contrôle, du blueprint, on parlait du vivant augmenté hier, tout ça, c'est des impasses en fait. Hein. C'est des impasses parce que c'est orienté vers le contrôle, vers la voie étroite, alors qu'on va aller plutôt vers des voies larges, où on va plutôt mettre l'adaptabilité en avant. Quoi. Donc, c'est à mon avis, c'est là-dedans qu'il y a des questions à creuser. Quoi. Voilà. Merci. Alors, ce qui a été évoqué par tous les trois et de façon un peu différente, c'est cette question finalement mais la question de la question en fait. Hein, comment on construit une question? C'est quoi une question de recherche? Alors, on ne va pas dire une bonne question de recherche parce que ce serait trop normatif, mais en tout cas une question effectivement qui va être à la fois travaillable et donc et à la fois qui va produire de la nouveauté, qui va permettre d'avoir de la créativité. Parce qu'effectivement, ce qu'on attend de la recherche, c'est quand même de produire des choses qui sont, alors, totalement non, mais qui sont nouvelles, quoi. Et si possible, des surprises. Et donc, ce qu'a dit Olivier, et je veux insister là-dessus, c'est que la tentation, effectivement, dans la recherche est de définir les questions à partir des outils. Hein. Donc, effectivement, et avec la biologie à haut débit, ça peut être une tentation parce qu'effectivement, on voit combien effectivement ces outils ont une puissance en elles. D'ailleurs, ces outils ont généré des questions. Enfin, ont permis voilà, quand on fait de la métagénomique, c'est-à-dire quand on fait de la génomique, non pas sur un individu, mais sur une population, on comprend effectivement différemment les populations, les interactions. Donc, mais évidemment, il peut y avoir une certaine paresse hein, qui fait que voilà, je me pose les questions en fonction des outils. Quoi, hein. Et donc, ce qui a été dit est vraiment essentiel. J'insiste là-dessus parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et vous retrouvez tous les trois là-dessus. Donc, j'aimerais vous poser la question finalement de la construction des objets de recherche. Comment, effectivement, je pense que c'est important d'avoir une discussion là-dessus parce que l'objet de recherche, c'est ce qui est très lié en fait à la construction des questions. Et on ne peut pas comprendre, je pense, ce que c'est que la recherche sans cette étape objet de recherche. Donc, peut-être dans le même ordre ou dans un ordre différent, mais en tout cas, c'est une forme de coordination. Donc, Marianne, Fred et puis Olivier. Et puis, si vous voulez vous couper, voilà, donc on est sur un mode conversation. Hein. Oui,
Pour moi, la question de la construction de l'objet de recherche, alors peut-être qu'il faut aussi aborder le fait qu'on en avait discuté quand on avait discuté tous les quatre ensemble, mais du fait que les SHS, c'est des sciences, tu avais dit, Pierre-Benoît, ruminantes, alors que les sciences peut-être plus biologiques ou biotechniques, ou voilà, elles sont plus cumulatives. Et je pense que de ce point de vue-là, peut-être qu'on ne construit pas les objets de recherche de la même façon quand on est dans des sciences ruminantes ou dans des sciences cumulatives, parce que la rumination, elle peut peut-être aussi plus dépendre justement de la manière dont sur le terrain se formulent en fait des questions par les acteurs eux-mêmes. Mais ce qui est clair, c'est que, enfin pour moi en tout cas, ce que moi j'ai essayé de formaliser progressivement, c'est que la construction, mais c'est pas que moi d'ailleurs, enfin je veux dire, c'est inspiré aussi de travaux de sociologie des sciences, on fait forcément des réductions. On ne peut pas prendre, enfin même si on dit qu'on veut essayer d'attraper la complexité, en tant que, si on se place du point de vue de sa stricte discipline, on est obligé de faire des réductions. Après, c'est dans le travail interdisciplinaire que, c'est pour ça que moi je ne suis pas complètement d'accord avec vous pour dire c'est juste la question que ça permet de formuler. Pour moi, le travail interdisciplinaire, il se poursuit au-delà de la formulation de la question pour justement aussi répondre à cette complexité, pour revenir vers cette complexité. Il ne suffit pas d'avoir traduit et trouvé une bonne question dans son champ scientifique à soi, aussi savoir le réagréger avec les autres et peut-être le porter vers les autres. Mais du coup, il y a cette réduction qui est donc liée au cadre théorique qu'on a quand même, qu'on mobilise à un moment donné. Alors, c'est soit effectivement, on se dit, ah, ce cadre, moi j'ai été par exemple au départ dans des cadres très système de traitement et de l'information, parce que je n'ai pas dit que j'ai fait une thèse en psychologie cognitive après avoir fait de l'agronomie. Et donc, j'étais inspirée par les travaux de Simon. Mais progressivement, je me déplace vers Dewey et une toute autre manière d'aborder le rapport entre l'acteur, l'action et l'environnement dans lequel il est. Et donc, c'est pour dire que déjà, on a les cadres qu'on mobilise. On a aussi les valeurs qu'on a tendance à vouloir écarter et à considérer qu'on n'est pas un être qui est pétri de valeurs. Alors, le travail scientifique, je crois que c'était Canguilhem qui disait ça, c'est d'essayer au maximum de se détacher de ces valeurs pour aller vers l'objectivation, mais on est toujours en tension entre nos valeurs et cette objectivation. Donc, pour moi, il y a ça. Et puis, il y a effectivement la capacité à imaginer un dispositif de recherche. Alors, je dis bien imaginer parce que je pense qu'effectivement, il ne faut pas se laisser enfermer, comme disait Olivier, dans ce qu'on sait faire habituellement. Donc, il faut trouver des façons de faire. Et moi c'est vrai que j'ai été très poussée à ça parce que les ergonomes qui sont ma communauté de référence travaillent énormément dans le secteur industriel avec le travail prescrit et puis le travail réel. Hein, c'est la distinction opérationnelle pour les ergonomes. Et quand on est dans l'agriculture, le prescrit, il est un peu diffus, il échappe, il est beaucoup moins facile à saisir. Et donc, au début, je me suis dit, mais Marianne, tu n'es pas douée, tu ne comprends rien, tu n'arrives pas à appliquer les méthodes. Et puis, bon, après, j'ai bricolé, comme j'ai dit, à faire quelque chose qui me permette quand même de comprendre, par exemple, pourquoi agronomes et agriculteurs ont du mal à discuter ensemble sur un certain nombre d'objets sur lesquels ils n'ont pas le même point de vue, justement, parce qu'ils n'ont pas le même rapport à l'action et le même rapport à leur environnement. Donc voilà, moi, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Enfin, je ne sais pas s'il y a un bien ou pas bien, d'ailleurs, mais pour l'instant, à ce stade-là, c'est ça que je répondrai. Non, mais c'était très clair et je trouve le point que tu fais sur finalement une réalité qui n'entre pas bien dans des cadres préétablis et qui conduit effectivement à réviser les cadres. En fait, on dirait du tout masculin en fait sur les changements de paradigme, c'est-à-dire le fait que un des moteurs de la science, c'est des anomalies qui ne sont pas expliquées par les schémas dont on dispose et qui font qu'on doit envisager les choses différemment du point de vue des schémas de pensée, des schémas théoriques et de la représentation des objets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc je trouve que ces déplacements sont vraiment essentiels. Mais ce que tu as dit sur cette réduction qui préserve quand même la possibilité de garder la complexité. Hein. Ce n'est pas simplement aller chercher, voilà, prendre l'appui sur... et on fait ça souvent, je veux dire, hein, voilà, on va résoudre le problème de la faim dans le monde et on va travailler sur l'expression du gène XYV.
Voilà. Et puis ensuite, donc il y a quand même des grands écarts et bon, on peut faire tout un panégyrique des publications. Donc il y a cette exigence que tu as mise de finalement d'être très exigeant sur la façon dont la connaissance que je produis, même si elle passe par cette étape de réduction, en fait, elle doit être intégrée dans un schéma où on voit effectivement quelle va être sa contribution aux grands problèmes qu'on aborde. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Fred. Ouais. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, je pense que c'est comment on construit nos questions de recherche, nos objets de recherche. Je pense qu'in fine, ça reste très personnel, quoi. Chacun a un peu ses raisons, sa façon d'être, etc. Donc, moi, j'ai pas de… Comment dire, je ne veux pas défendre quelque chose nécessairement. Je dirais que je peux décrire un petit peu, comme tu disais, par un certain travail réflexif. Je peux essayer d'analyser comment j'ai pu faire et voilà, comment ça s'est encore engagé récemment. Mais je ne veux pas, surtout pas défendre ça comme un modèle. Je dis, moi, assez classiquement, quand je m'analyse un peu et que je regarde comment j'ai travaillé, sur quoi j'ai travaillé, je me rends compte que des mots comme curiosité, plaisir, intuition, tout ça, ça a été quand même assez au cœur. C'est-à-dire… Euh, j'ai quand même toujours mis assez comme centrale vraiment le fait que ça me donne envie d'aller travailler là-dessus. Bon, donc c'est pas forcément, j'en fais pas une loi, mais disons que moi je sais que ça a beaucoup marché. Après, quand j'analyse un peu, je me rends compte que j'ai eu et j'ai un attrait fort pour tout ce qui est la mise en relation, le passage de frontières, etc. C'est-à-dire que quand j'essaie de regarder un peu comment j'exerce le métier de chercheur, j'ai beaucoup de collègues autour de moi, et surtout dans nos domaines de maths, d'informatique, d'IA, etc. Beaucoup de collègues qui ont une démarche qu'on attend peut-être plus, qui est plus que les gens à l'extérieur s'imaginent un peu plus de la démarche du chercheur, qui est de creuser très profond, quoi. On est maître d'un domaine et on y va très profond, et sa carrière est dédiée à ça. Et c'est ça qui permet souvent des grandes découvertes, parce que c'est en allant très profond qu'on va trouver ou qu'on va inventer quelque chose. Donc, moi, je me rends compte que je n'ai pas eu trop ce fonctionnement et que j'ai plutôt évidemment creusé des fois, voilà, pas forcément aussi profond que d'autres. J'ai creusé, mais j'ai surtout, j'ai l'impression que j'ai surtout fait des tunnels, quoi. J'ai surtout relié des domaines, enfin, c'était ça ma quête, quoi. Essayer j'ai plutôt travaillé aux frontières qu'au milieu du territoire, quoi. Voilà, si on pouvait faire une image. Et parce que c'est aux frontières que j'ai trouvé que ça frottait, qu'il y avait des éléments de réalité qui étaient mal expliqués des deux côtés, qui n'étaient pas cohérents des deux côtés, etc. Et c'est plutôt ça qui a été ma source d'inspiration à chaque fois. Alors, ces frontières, je les ai longtemps trouvées au sein de mes disciplines, hein, au sein de l'IA. J'ai travaillé entre la logique de planification, les approches plus maths de l'apprentissage, etc. J'ai longtemps travaillé sur des frontières qui étaient quand même un peu dans l'interdisciplinarité proche, ou je ne sais plus comment tu l'as appelé, pas trop brut, enfin, je ne sais pas comment tu as dit. Radical, oui. Voilà, pas la radicale. Et puis voilà, ces dernières années, quand j'ai travaillé sur les pratiques des agriculteurs, mais là, en ce moment, sur la biologie des plantes, là, ces frontières, elles sont vraiment entre disciplines ou même des fois au-delà des disciplines, quoi. Mais ça a été quand même quelque chose de fort pour moi. Et l'autre élément quand j'analyse un peu les façons que j'ai eues de faire de la recherche, c'est que je me rends compte que je suis un peu omnibulé mais de façon générale, un peu par une quête de sens, quoi. Essayer de donner du sens à ce que je fais. Et ce sens, où est-ce qu'il se passe, et ce sens, il m'aide beaucoup pour faire un lien, comme tu expliquais tout à l'heure, faire un lien entre la question que tu as prise et puis des grands enjeux. Et c'est vrai que j'ai ce travail un petit peu, cet effort, je le fais beaucoup pour essayer d'être tout le temps en train de me justifier à moi-même pourquoi je travaille là-dessus, quoi. Et c'est pas inné, c'est pas évident, hein. Je trouve que, et on a beaucoup tendance dans nos travaux à évacuer, ou dans nos présentations de travaux, dans l'argumentation de nos travaux, on a quand même tendance à évacuer assez vite ça en disant bon,
le changement climatique et puis poum, le gène que j'étudie. Il y a un vrai travail de construction, voilà, et je pense que ce travail, il est super éclairant. Voilà. La question de construction de ces questions de recherche. Olivier, tout à l'heure, tu disais que sur les questions de recherche, tu disais les définir, ou je ne sais plus comment tu as dit le verbe que tu as utilisé. Je pense qu'elles ou les sélectionner, ou les… Identifier, je crois. Ouais, comment tu as dit? Identifier, je crois. Voilà, identifier. Et pour moi, identifier n'est pas forcément exactement le bon verbe, mais enfin, parce que quand on parle d'identifier, généralement, c'est on a un stock devant les yeux et puis il faut identifier. Et je pense qu'elles se construisent, elles ne sont pas là au départ. Et je rajouterais quelque chose de plus constructiviste, quoi, voilà, d'imaginer, de concevoir, de construire. Après, peut-être de sélectionner et d'identifier, mais… pour faire ça, moi, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais moi, j'ai besoin d'avoir un gros boulot en amont pour faire du lien, du sens et tout ça. Voilà. Et donc, cette question de la problématisation, de la construction des questions de recherche, elle est vraiment très importante. Je pense qu'on y reviendra, mais je voudrais, tout à l'heure, revenir sur la question de la formation à ça. Comment on fait pour former les chercheurs, jeunes chercheurs, doctorants à ça? Ça me paraît crucial. Oui, alors on a une question dans le chat là-dessus, donc on ne va pas la prendre de suite. Voilà, tout à l'heure. Ouais. Et puis je vous invite effectivement à tous les auditeurs à déposer vos questions. On va les prendre, mais je voudrais avoir la réponse d'Olivier à cette question également. Sachant que moi j'ai l'impression quand même que pour Marianne, la question de l'utilité de la recherche, elle est beaucoup plus prégnante que pour Fred. Hein, Oui, tu as raison de le dire, parce que je me l'étais noté, mais je pense qu'elle est présente. Mais c'est vrai quand Fred insiste sur la notion du sens, quelque part, il la repose un peu différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un sens à trouver en faisant un lien entre des questions qui se posent dans sa recherche et les grandes questions. Moi, ce n'est pas que vis-à-vis des grandes questions, c'est aussi vis-à-vis des acteurs, en fait. Et c'est peut-être ma discipline qui veut ça. Hein, c'est une discipline qui, de toute façon, se met dans une position d'intervention au sens d'accompagnement des acteurs dans des processus de transformation. Oui, ou si on reprend ce que disait Clélia dans la session précédente, c'est-à-dire la façon dont l'urgence climatique, en fait, peut conduire à réviser l'agenda même des questions de recherche. Et c'est un point qui est vraiment fondamental, hein, je pense, pour à la fois au niveau individuel, collectif et institutionnel. Olivier. C'est super. En fait, je vais rebondir un petit peu ce qui a été dit juste avant. En fait, moi, il me semble que quand on identifie ou qu'on on imagine une question de recherche, il y a un peu un attrait pour l'inconnu, en fait. C'est peut-être ça qui est une motivation forte chez nous, c'est ce qu'on peut dire la curiosité. Mais l'inconnu, en fait, c'est quelque chose que, à mon avis, il faut embrasser peut-être un peu plus qu'on ne le fait. Et là aussi, ça rejoint notre époque, et là, on le voit bien avec le Covid, mais avec tout le reste, hein, c'est que, on peut le résumer en une phrase, hein, notre seule certitude, c'est le maintien de l'incertitude. Et du coup, si on a ça comme référence, il me semble que les questions déjà peuvent s'orienter autour de ce dogme-là, quoi. Mais qui, Olivier, si tu me permets, parce que Marianne a fait une référence à John Dewey et qui n'était peut-être pas transparente pour tous les auditeurs. Et on peut recommander, en fait, parmi ces nombreux ouvrages, La quête de la certitude, qui a été publié en français et qui est précisément là-dessus, en fait. Hein. C'est dire effectivement que notre tradition platonicienne, en fait, et ça a été l'image de la page et de la tâche d'huile de Bernard était vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'on a le sentiment effectivement que la connaissance produit une certitude. En réalité, en fait, les éléments d'incertitude sont dominants dans la vie entre connaissance et action. Et donc, du coup, chez Dewey et chez les pragmatistes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense qu'il y a là une source de réflexion qui rejoint effectivement tout un courant philosophique qui est vraiment important et qui doit être une source d'inspiration au niveau épistémologique aussi. Je ferme la parenthèse à toi. Super, là je rejoins complètement. Mais du coup, moi, il me semble que ça peut être une clé un petit peu même opérationnelle, même concrètement,
comment on fait pour voilà, imaginer des questions, identifier des questions. Et cette histoire d'inconnu et d'incertitude, alors moi, je peux prendre un angle un peu perso, parce que je fais un peu de jazz à côté. Et le jazz, c'est parfait pour ça, quoi, parce qu'en fait, on doit se frotter à l'inconnu. Et ben, si on décline ça dans un contexte de recherche, c'est un grand classique des techniques de brainstorming, c'est que pour être créatif, il faut enlever les experts, par exemple. Parce qu'en fait, on enlève les certitudes. Et du coup, si on met autour de la table des gens qui ne sont pas experts du sujet, il va se passer quelque chose, quoi. On ne sait pas quoi, hein, il peut aussi rien se passer, mais ça fait partie de l'incertitude de la sortie également. Donc ça, c'est un premier plan qui est un truc assez classique, mais qui, à mon avis, il faut vraiment garder en tête, parce qu'on a tendance naturellement, et surtout quand on est chercheur, où le savoir est important, à plutôt mettre en avant les experts. C'est aussi important de ne pas les mettre en avant, voire même de les enlever de l'équation. Alors ça, c'est un premier truc. Un deuxième point qui peut nous aider un petit peu à affronter comme ça l'inconnu, c'est cette histoire de science citoyenne, de faire le lien avec les citoyens, sciences participatives, collaboratives, coopératives. En fait, et ça, c'est quelque chose qui est, c'est pas forcément très inconnu, mais en fait, c'est pas dans la culture. Hein. C'est-à-dire que les chercheurs ne sont pas formés à ça en moyenne. Hein. Il y a même un rapport je vais un peu dénoncer l'INRIA, là, mais il y a un rapport de l'INRIA, je cite dans le rapport, qui dit à un moment, on va récompenser les chercheurs qui prennent le risque de répondre à des enjeux sociétaux. C'est-à-dire que faire le lien avec les citoyens est vu comme un risque. Alors, ça dit quand même des choses, quoi. C'est peut-être une typo, quoi, mais quand même, bon, il y a un lapsus, c'est un peu révélateur. Je pense que… non, sur INRIA, je pense que c'est pas une erreur. Hein, c'est comme ça qu'il le… Je suis à la commission d'évaluation INRIA, là. Et disons que l'institution INRIA reconnaît que pour la carrière de ces chercheurs, c'est plutôt plombant d'aller travailler sur des aspects appliqués avec des grandes entreprises, sur des grands enjeux, etc. Et que jusqu'à maintenant, les plus belles carrières sont plutôt académiques. Pour un institut qui se dit, qui revendique d'être sur du numérique appliqué, etc., pour transformer la société. Et donc, c'est un regard sur soi-même qui leur fait dire ça. Ils essaient de le changer un peu, mais c'est pas facile. Ça rejoint un petit peu la question de Pierre Cornu, là, hein, dont on parlera après, mais justement sur le côté normatif de l'évaluation, de la formation des chercheurs qui peut nous éloigner de ça, quoi. Mais je vais juste terminer en disant un troisième point qui, à mon avis, est important et auquel on ne pense pas toujours, parce qu'on a parlé art et sciences. Les artistes, souvent en art et sciences, sont présentés comme un peu des illustrateurs, quoi. C'est un peu l'idée, on a des belles images dans les labos et on va exposer ça dans un musée, quoi. Voilà. Alors, c'est pas du tout ça. Hein. L'art, ça expose avant de s'exposer. C'est beaucoup plus ça. Et du coup, la démarche artistique, peut-être qu'il faut que je commence par la démarche scientifique, qui fondamentalement est très, très efficace et effective, mais efficiente. C'est observation, raisonnement, conclusion. Ça, c'est la démarche cartésienne classique. Et donc, ça veut dire que le tropisme est vers la conclusion. Et donc ça nous enferme vers la conclusion. Il faut arriver à la conclusion le plus rapidement possible. La démarche artistique, si vous allez dans les beaux-arts et que vous suivez les cours des beaux-arts, la démarche artistique, c'est observation, raisonnement, question. Et donc, un artiste qui a identifié une question, il s'arrête. Et c'est en fait ça qui est très important. Ça veut dire que l'artiste, il va passer son temps à réfléchir à la question. Et il me semble que pour les chercheurs, c'est une démarche qui est très complémentaire et très salutaire pour justement un petit peu contrer les biais de la démarche scientifique. Voilà. Donc, c'est trois petites clés qui peuvent nous aider à identifier des objets de recherche. Ouais, merci à tous les trois. Donc, on va poursuivre en fait, prendre la question qui est posée par Pierre Cornu, en fait. Hein, on vient de l'évoquer. Donc, comment articuler cette question de créativité et de réflexivité nécessaire pour le chercheur avec la précarité et la normativité de l'entrée dans la carrière. Et donc, ce qui pose des questions, effectivement, vous avez évoqué des questions de formation, mais également de gestion de carrière, d'évaluation, et donc, finalement, des questions de forme de reconnaissance. Hein. Pour le dire vite, la reconnaissance, en fait, elle est faite par les disciplines, en fait, au sein. C'est la reconnaissance principale, et c'est en dehors des institutions, c'est la communauté scientifique qui fonctionne comme ça, c'est la reconnaissance par les pairs. Donc la première reconnaissance, c'est d'être reconnu dans le cadre, ce que disait Bernard tout à l'heure, hein, une discipline, en fait, c'est un acte autoproclamé d'une collectivité pour déclarer un intérieur et un extérieur.
quand on n'est pas dans une discipline, on a le risque d'être extérieur, d'où une assez grande difficulté, hein, qui n'est pas simplement institutionnelle, encore une fois, qui est vraiment liée à la communauté scientifique. Donc, j'étends un peu la question de Pierre, mais je pense qu'il y a vraiment derrière un point d'achoppement très important. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les trois, de façon très différente, vous êtes impliqués, vous êtes investis dans l'interdisciplinarité. Donc, j'aimerais poser cette question, pas en des termes simplement généraux, mais comment vous avez fait, comment vous faites dans votre trajectoire, dans la construction effectivement de votre trajectoire de chercheur pour affronter ces difficultés, et quels conseils vous pouvez donner, enfin vous donnez d'ailleurs en tant qu'encadrant, en tant que formateur, pour des chercheurs qui entrent dans la carrière de façon à ce que la réflexivité, la créativité au sens dont on l'a dit, c'est-à-dire qui passe beaucoup par des placements qui sont l'interdisciplinarité, en fait, soient vraiment les moteurs de leur propre trajectoire. Donc, dans le même ordre. En ce qui me concerne, je me suis posé beaucoup de questions justement parce que je n'ai encadré que des thèses interdisciplinaires globalement, je pense, de toute ma carrière. Et je n'en ai pas encadré tant que ça parce que je n'en encadre pas tout le temps, et je me suis posé la question du risque que je faisais prendre en fait à ces jeunes en les mettant là-dedans. Alors, ma réponse à cette question-là, elle n'est pas très satisfaisante. Elle est d'une part, je les informe au départ. Tu sais, c'est un peu comme le consentement que le médecin demande. Et voilà, il y a une prise de risque. Est-ce que vous avez envie de la prendre? Deuxièmement, j'ai la chance d'être dans une école doctorale dans laquelle ce n'est pas les disciplines qui sont affichées, c'est les grands domaines thématiques. Et donc ça aide aussi à limiter un peu ce risque. Après, c'est d'avoir quand même toujours l'attention à permettre à ces jeunes de choisir quand même leur discipline, peut-être cœur de métier, et de les amener à publier dans cette discipline-là de manière privilégiée, même pendant le cours de la thèse. Après, ça passe par le fait qu'il y a justement des dispositifs qui ont été mis en place, en particulier dans notre département, sur la formation des jeunes doctorants avec toute une réflexion sur leur posture, sur leur rapport à l'action. Donc, il y a eu un papier qui a été écrit à partir de là pour Sustainability Nature. Mais c'est voilà, c'est aussi les outiller à être dans cette position de pouvoir être réflexif sur cette interdisciplinarité et ce qu'elle génère. Mais ça n'enlève pas la difficulté néanmoins, compte tenu de la façon dont se passent ces thèses, qu'elles durent souvent plus de 3 ans, ce qui n'est pas forcément bien facile. Il faut avoir les moyens de payer les personnes du coup plus de 3 ans. Il faut que les gens effectivement acceptent de ne pas être dans cette norme, enfin d'être aux frontières, comme disait Frédéric, c'est-à-dire de ne pas se sentir dans la communauté de pairs, au cœur de sa communauté, mais d'accepter d'explorer des frontières, ce qui est peut-être compliqué pour un jeune chercheur. Mais moi, je crois que si on n'apprend pas à faire ça assez vite, on a beaucoup plus de mal à le faire plus tard. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours essayé de me mettre dans cette position. Mais je reconnais que plus ça va, plus le contexte institutionnel en France, parce qu'il y a les studies dans les autres pays qui font qu'on est plus dans l'interdisciplinarité. Le contexte s'est un peu resserré. Peut-être qu'il va se réouvrir. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu à un moment. Et il y a peut-être aussi le fait que des revues maintenant un peu plus visibles publient des travaux d'interdisciplinarité. Ça permet peut-être plus de... Voilà, je sais pas. Enfin, c'est une réponse mi-figue, mi-raisin. Non, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la question, on l'a dit. Hein, non, parce que là, il n'y a pas de réponse simple. Puisque ton insiste sur le consentement, je trouve effectivement, c'est vraiment très important de dire oui, attention, vu les cadres dans lesquels on est, il y a une prise de risque et qu'on peut assumer comme un chercheur senior qui a sa position et qui est peut-être moins évidente pour un doctorant qui va être confronté effectivement à un marché qui est difficile. Fred? Ouais.
Alors, moi, je partage ce constat que c'est plutôt c'est plus difficile pour les jeunes chercheurs, les jeunes scientifiques. La prise de risque est plus grande. Enfin, voilà, c'est classique. Et pareil, j'ai encadré plusieurs thèses, pas que, mais plusieurs thèses dans l'interdisciplinarité, que ça soit IA, enfin, maths info, et puis agronomie, maths info ou biologie actuellement. C'est plus un challenge, on va dire, c'est plus compliqué, les rails sont moins bien tracés et on est un peu plus dans l'expérimentation continuelle. Mais à ça, à ce constat-là, je voudrais quand même ajouter deux choses. La première, c'est que malgré tout ce qu'on vient de dire sur la nécessité, le besoin d'interdisciplinarité pour poser les questions, etc., et là, je fais une parenthèse, peut-être tout à l'heure, on disait l'interdisciplinarité, ce n'est pas que pour poser les questions, c'est aussi pour résoudre des problèmes. Tu le disais. Et évidemment, c'est évidemment que pour résoudre des problèmes et aborder et avancer sur des problèmes qu'on a évoqués comme systémiques, complexes, etc., l'interdisciplinarité, elle est nécessaire parce qu'il faut que tout le monde y mette ses forces. Et donc, c'est évident de ce côté-là. Je voulais juste te dire que moi, c'est quelque part le point de vue qui m'intéresse le plus, c'est celui de ce qu'apporte l'interdisciplinarité au questionnement et à la problématisation. Mais je ne voulais surtout pas dire qu'il n'y avait pas un rôle important dans une démarche plus ingénieurique quelque part, hein, ingénierie scientifique, tout ce que tu veux, comme ça a été évoqué hier, un besoin d'ingénierie des sciences là, pour faire travailler ensemble les disciplines. Mais ce que je veux dire, c'est que travailler ensemble les disciplines, c'est aussi pour poser des nouvelles questions. Voilà. Marianne, mais je pense que ce n'est pas juste de l'agrégation de points de vue disciplinaires qui permet d'apporter les solutions et que donc c'est parce que tu as construit la question au départ ensemble et que tu as travaillé ensemble sur la question que tu arrives à… Voilà, c'était ça que je voulais dire. Il faut construire ensemble la question. Enfin, en tout cas, il faut ça apporte beaucoup qu'il y ait une confrontation pour poser la question. Mais alors, je ferme la parenthèse. Et alors, donc, je disais, malgré tout ce qu'on vient de dire là, moi, je ne voudrais pas qu'on laisse entendre que les disciplines n'ont plus leur place ou que… Je défends l'idée de discipline. Je pense que… Et alors, ça peut être paradoxal par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais je pense que c'est super utile qu'on ait ces sociétés de chercheurs qui se réunissent et qui commencent à parler un peu comme on dit la même langue, etc. Je pense que c'est indispensable. Et moi, dans mon cas, tout à l'heure, je parlais de frontières. Si on veut parler de frontières, il faut des territoires, quoi. Si tout est mélangé, on perdra dans la qualité du frottement. Donc, je pense, mais ça a été dit un petit peu tout à l'heure, ce matin, là, il y a besoin d'une réflexion sur où est-ce qu'on met les limites, le meilleur choix des limites, des frontières, des territoires. Mais il y a besoin de territoires. Hein. Moi, je ne veux surtout pas qu'on… Voilà, donc ça, et en particulier pour la construction intellectuelle des jeunes chercheurs, des doctorants et tout, je pense que c'est très utile. Actuellement, il faut le voir, quand on regarde nos thèses interdisciplinaires, on va aller chercher généralement des élèves ingénieurs parce on pense qu'ils ont une meilleure culture de l'interdisciplinarité que s'il a été… Donc, on va récupérer des jeunes ingénieurs souvent, ou qui sont passés par la fac, mais qui ont eu une certaine formation qui les a déjà amenés à un intérêt dans un travail de thèse interdisciplinaire. Donc, des gens qui n'ont pas forcément une hyper spécialisation quelque part. Ils ont une bonne culture scientifique, mais voilà. On les amène sur des thèses interdisciplinaires où ils vont brasser beaucoup de choses. C'est compliqué à la fin de savoir pour eux de quoi ils sont spécialistes. Et je maintiens que si on veut, si on pense que les frontières enrichissent, ben, il faut creuser les territoires. Il faut vraiment construire les territoires. Et donc… Bon, ça sera peut-être, on y reviendra peut-être si on a le temps, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. Mais nos thèses en 3 ans sont courtes dans ces contextes-là. Voilà, moi, je rêve d'études plus longues, voilà, pour former des gens comme ça. Je pense qu'on devrait continuer à construire les disciplines. Et si un chercheur en IA va travailler avec un biologiste, il faut qu'il ait des compétences fortes en IA. Et ça demande peut-être aujourd'hui plus de 3 ans de thèse ou plus que 5 ans d'école d'ingénieur, je ne sais pas. Mais on a une expansion du savoir et on fait comme si, dans le même temps, on pourrait tout rentrer de plus en plus. Il y a un moment, ça ne passe plus. Hein. Et donc, le deuxième point, mais très vite, le deuxième point… Le premier point, c'était quand même la défense des disciplines. Le deuxième point, c'est sur la formation à la problématisation, au questionnement, etc. Je pense que ça devrait être beaucoup plus fait, même dans les écoles d'ingénieurs, même si leur statut, leur posture n'est pas la même. Ils forment pas des chercheurs, mais néanmoins, quand même,
un peu de culture à ça, un peu d'épistémo, un peu de compréhension de ce que est la science. Et en thèse, en tout cas en thèse, la formation, c'est un peu l'idée si on veut, on peut dire pour changer la recherche, tu le disais en introduction, Père Benoît, tu disais comment on peut changer la recherche. On peut changer la recherche, nous, en tant que chercheurs, si on prend le pouvoir dans nos instituts, au ministère et tout, je ne crois pas trop, mais voilà, on peut se dire ça. Mais changer la recherche, ça peut être aussi la façon dont on forme les futurs chercheurs, quoi. C'est comme un peu changer l'école pour changer la société, quoi. Il y a un moment, il faut y croire, se dire, en formant un peu différemment ou en ouvrant un peu plus les esprits de ceux qui seront plus tard chercheurs, peut-être qu'on peut espérer que ça change. Donc, moi, j'y crois beaucoup à ça, quoi. Et donc, on est dans un dispositif Eden, là, sur les doctorants, à petite échelle, on essaie de faire ça, quoi. C'est vraiment avec cette volonté presque politique, tu vois, de changer Oui, merci Fred. En fait, ce que ça inspire comme réflexion, c'est que sûrement ce qu'il faut développer, c'est les capacités d'interaction, en fait. Ce n'est pas forcément se départir de sa discipline, mais c'est avoir une aptitude au dialogue, une aptitude aussi, Exactement. tout en étant centré, à se décentrer et à pouvoir construire des langages communs, etc. Et ça, c'est pas du tout contradictoire avec une formation disciplinaire, c'est complémentaire. Mais si on ne fait pas ça, le risque, c'est qu'on reste chacun dans sa ligne d'eau. Alors, on a la confirmation de la théorie de l'évolution par le chat de Bernard Chevassus. Donc, en évolution, on sait que la spécialisation nécessite un isolement reproducteur. On a aussi une question de François Casabianca que je salue avec plaisir. Les disciplines aussi ont une histoire, c'est clair en fait. Voilà, donc ça évolue par scissiparité, par fusion, etc. Enfin, il y a des arbres phylogéniques des disciplines, hein, donc c'est pas quelque chose qui est figé. Hein, et donc, est-ce que vous identifiez l'émergence de nouvelles disciplines qui ne seraient pas réductibles à l'extension des disciplines actuelles? Peut-être Olivier qui avait la parole veut réagir à cela, et puis après je remonterai un peu dans le chat. Oui, alors pour moi, il y a une discipline très claire qui vient là, c'est la robustesse, mon cheval de bataille, la robustesse ou l'anthropocène, quoi. C'est que par exemple, il y a le Max Planck là qui est en train de construire un nouveau centre Max Planck à Berlin sur l'anthropocène. Ce sera le premier Max Planck intégralement interdisciplinaire. Le thème qu'ils ont choisi, c'est l'anthropocène. Et donc le thème des changements globaux, en fait, c'est devenu quasiment, c'est devenu une discipline finalement, mais c'est devenu un thème incontournable. Oui, tu peux en dire plus parce que je pense que ça nous intéresse. Oui, en fait, vous connaissez le thème des changements globaux, biodiversité, climat et pollution diverses et variées. C'est plutôt l'idée que ce n'est pas seulement une question écologique, c'est une transformation totale de la société. Et en fait, à l'aune de l'Anthropocène, c'est une grille de lecture pour comprendre beaucoup de révolutions sociétales actuelles. On peut même inclure dedans, alors c'est un peu à la marge, mais la révolution féministe, la révolution numérique, tout ça, c'est des révolutions, des interactions qui sont un petit peu des réponses parfois maladroites aux différentes crises qui viennent, quoi. En fait, peut-être que je pourrais le résumer en une phrase, c'est que l'Anthropocène, c'est une synchronie des crises et une diachronie des perceptions. Et du coup, ça pose des tas de questions et des tas de problèmes dans tous les sens. Et donc ça demande une réflexion énorme. La dernière fois, donc c'est un thème dominant, hein, le thème des changements globaux en sciences actuellement. Et la dernière fois que les scientifiques avaient un thème dominant comme ça, c'était au 19e siècle, la théorie de l'évolution de Darwin. Hein. Donc c'est pas tout le temps qu'on a comme ça une sorte de convergence sur un grand thème. Et donc du coup, l'Anthropocène, c'est certainement une nouvelle discipline, mais c'est un peu diffus, quoi. C'est une discipline qui agglomère beaucoup de choses. Mais à mon avis, une autre discipline qui va venir beaucoup à l'avenir, c'est celle de l'étude de la robustesse. Donc la robustesse, hein, si je le définis rapidement, c'est maintenir un système stable malgré les fluctuations de l'environnement. Et cette robustesse-là, en fait, c'est quasiment un autre compas pour nous, pour la recherche, quoi. C'est que si l'Anthropocène, c'est l'ère des fluctuations sociales, fluctuations écologiques, pour répondre aux fluctuations, continuer sur la voie de la performance, de l'efficacité, de l'efficience, c'est vraiment aller encore plus vite dans le mur. Hein. Donc, c'est une réponse de bon sens. C'est-à-dire que si c'est les fluctuations qui dominent à l'avenir,
la réponse qui va avec, c'est la robustesse. On n'a pas le choix. Hein. Et là, je le dis au futur, hein, je ne le dis pas au conditionnel. Hein. Parce qu'à mon avis, on n'a pas le choix. Et du coup, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce qu'on fait en recherche et ailleurs, évidemment. Et du coup, voilà, donc ça pose pas mal de choses. Alors, peut-être, je peux juste dire un point, parce que j'ai un peu dévié de la question initiale, mais c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est qu'on a un atout dans les labos de recherche français, qui est, pour l'instant en tout cas, des postes de chercheurs permanents et qui sont couplés assez fortement à l'idée d'une mutualisation des moyens. C'est-à-dire qu'on donne des postes permanents, mais il faut mutualiser. Donc, en gros, les labos, c'est des communs. Et ça me permet, enfin, je pense que ça permet des choses qu'on ne peut pas faire dans des labos qui sont plutôt dans la performance. En fait, ces laboratoires qui sont conçus comme des communs, en fait, ont une forme de robustesse dans leur fonctionnement. Et cette robustesse peut même compenser le fait que les thèses soient courtes. C'est-à-dire que même, on aimerait bien que les thèses soient plus longues, etc. Mais en même temps, vu qu'on a… en fait, c'était toi qui disais ça, Pierre Benoît qui disait ça tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça revient au rôle des interactions pour faire l'interdisciplinarité. C'est ça qui est au cœur. Et la mutualisation des labos, les postes permanents, c'est une clé en fait pour avoir ces interactions avec les différentes disciplines et en fait pour se garder le cap sur le sens des questions. Et donc ce que disait Marianne sur le mouvement des studies, moi je pense que c'est un mouvement assez fondamental en fait, c'est-à-dire que ça dépasse même la question de l'interdisciplinarité. C'est que quand on pense transition studies ou des choses comme ça, en fait on ne parle même pas d'interdisciplinarité en fait, on met la question d'abord et l'interdisciplinarité découle naturellement en fait. On n'a même pas besoin de dire que c'est interdisciplinaire finalement. La question implique que ce sera interdisciplinaire. Mais je peut-être Est-ce que, en fait, dans cette mutualisation, hein, je rebondis avec une question de Bernard Chevassieux, lui, qui dit, en fait, et je trouve, d'un point de vue expérimental, c'est intéressant, en fait, est-ce que, à votre avis, les UMR, qui sont une forme d'extension des communs, en fait, avec la mixité culturelle liée aux universités, aux écoles, aux organismes de recherche, est-ce que finalement, vous avez le sentiment que les UMR ont tenu leurs promesses en permettant effectivement plus d'interdisciplinarité, de réflexivité, plus de créativité, ou bien est-ce que vous avez le sentiment que c'est plutôt en fait une autre forme de normativité qui s'est imposée? Ce serait intéressant de voir comment le Max Planck réfléchit sur le plan organisationnel, en fait, son institut sur l'Anthropocène. Alors peut-être, Olivier, je peux dire un mot, on va changer l'ordre. Mais il me semble qu'un des points clés de l'UMR, c'est le lien à la société. En fait, le risque d'une unité propre de recherche, c'est de la mettre à l'extérieur des villes, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, et donc mettre la science en dehors des villes. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on a des citoyens qui sont complètement déconnectés de ce que c'est que le fait scientifique. Donc l'UMR, ça fait un lien formel avec la société par l'université, qui d'ailleurs souvent a un lien centre-ville, ou centre-bourg, même physiquement, je veux dire géographiquement, ça peut donner un lien social. Et donc avec tout ce qu'on a dit juste avant, notamment les sciences citoyennes, etc., l'UMR, pour moi, c'est un outil parfaitement adapté pour ça. Donc plutôt très positif en fait sur cette réforme. Fred? Oui, bon, moi j'ai eu moins d'expérience directe de la pratique des UMR. Hein. On est toujours en unité propre au sein de notre labo. Oui, globalement, moi, de mes partenariats, de mes collaborations, j'ai trouvé que l'UMR permettait justement, c'est un pas vers mixer les disciplines, croiser les regards, etc. Et que après, il y a eu souvent des dérives vers des UMR de taille gigantesque qui ont recloisonné par derrière. Mais non, moi, Bernard le disait dans son message, c'est plutôt quelque chose qui est positif, je trouve. Ouais. Moi, je n'ai pas forcément le même vécu, mais c'est normal parce que nous, comme on est dans des unités qui étaient d'emblée pluridisciplinaires, le passage à l'UMR, de toute façon, on était aussi très en lien avec des écoles. Et par contre, le passage à l'université, donc oui, pour un département comme le mien, où on avait une culture, comme je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais que de fait, souvent, oui, c'était Fred qui disait on va chercher des ingénieurs parce qu'ils sont un peu plus généralistes que si on va chercher.
Donc, c'est vrai qu'on est dans une culture peut-être plus d'ingénieurs. Enfin, ça évolue, je pense, pas mal ces dernières années au sein du département, mais historiquement, c'était quand même celle-là. Et c'est vrai que l'ouverture à l'université, ça génère quelque chose de différent. Mais pour moi, ça n'a pas forcément été positif, en fait. Parce que justement, ça m'a ramené vers de la discipline. Et l'ouverture à la société, intéressant, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes façons de poser des questions, effectivement, de cette ouverture à la société. Mais pour moi, c'était plutôt dans un relationnel qui était un peu transfert, et voilà, plus transfert que ce à quoi j'avais été confrontée jusque-là. Donc pour moi, je ne peux pas dire que l'UMR ait été forcément un événement qui est plus favorable à l'interdisciplinarité. Je pense que de toute façon, la question qui se pose, c'est plus comment on favorise ce dialogue, enfin, ces interactions interdisciplinaires à l'intérieur même de ces structures. Parce que ce n'est pas la structure en tant que telle qui fait, qui fait que ça va fonctionner. C'est bien la manière d'instaurer ces espaces de dialogue. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, des espaces qu'il faut créer en fait pour vraiment les espaces de coopération qu'on a évoqués hier, effectivement, avec Marion Guillou et Bernadette Bessode, c'est ces espaces. Et donc, oui, si on vous suit, l'UMR est une forme de possibilité, mais en fait, ce n'est pas le décret UMR qui donne d'emblée tous les attributs dont on peut rêver. Alors, il y a une question de Claire Veil qui poursuit sur, et c'est pas très surprenant, bonjour Claire, sur robustesse et anthropocène. En fait, est-ce que c'est de nouveaux cadres disciplinaires, au sens un peu où Bernard Chevassus l'a très clairement expliqué ce matin, c'est-à-dire c'est des spécialistes qui se reconnaissent comme appartenant à la même communauté et qui créent des sociétés savantes, des revues, des colloques, des écoles, etc. Donc, il y a une forme d'institutionnalisation qui permet progressivement d'avoir un intérieur et un extérieur. C'est comme ça que se créent des champs disciplinaires et des disciplines. Donc, est-ce que c'est plutôt des disciplines ou plutôt en fait de nouveaux paradigmes qui pourraient être transdisciplinaires du coup? Grande question. La discussion. Disons que, juste pour… Olivier, il l'a présenté comme plutôt des nouvelles disciplines, c'est comme ça qu'il… c'est vrai que je me suis un peu posé la même question et en tout cas, j'ai fait pas mal d'optimisation dans ma carrière. Donc, j'ai pas mal développé, à la fois développé des algos ou appliqué avec d'autres collègues sur des applications. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on a vu il y a peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas comment le dater, mais une certaine montée en puissance mais qui restait psilonesque. Mais quand même, on les voyait autour de la viabilité, théorie de la viabilité, essayer de remplacer un peu nos façons de voir tout le problème comme un problème d'optimisation, progressivement, en essayer de déplacer le regard et de dire c'est plus comme ça qu'il faut poser les problèmes. Et donc ça continue. On a des chercheurs à l'INRA là-dessus. Il y a une petite école française et puis internationale, mais moi, ça fait pareil qu'Olivier, ça fait 10 ans, 20 ans que je me dis, en fait, ça ne devrait pas rester epsilonesque, ça devrait prendre le dessus. C'est-à-dire qu'on devrait arrêter de poser les problèmes. C'est comment je gratte un demi% sur la quantité d'eau que j'irrigue. On voit que tout est vu comme ça. Et ça, je ne sais pas si c'est une discipline. Je pense que c'est un paradigme. Il faudrait qu'on change de paradigme, voilà. Je le voyais plutôt comme ça. Mais peut-être que pour faire ça, il faudrait que ça devienne une discipline. Je ne sais pas, voilà. Olivier. Je suis d'accord avec Claire. Pour moi, c'est en effet, avec Fred, bien sûr, c'est beaucoup plus large que juste une discipline. Et surtout, ce que je trouve attirant dans cette dynamique actuelle, qui, à mon avis, est inexorable, on va y aller quoi qu'il arrive, c'est que c'est une dynamique très engageante, en fait. C'est-à-dire que si on considère que le progrès ou le développement humain s'est fait surtout sur la flèche de la performance au cours des siècles passés, on peut dire la Renaissance, mais on peut peut-être remonter encore plus loin. En fait, cette flèche-là, le discours qu'on a actuellement, c'est plutôt de dire oui, on va faire du développement durable, donc ça veut dire un petit peu réduire la performance, mais en fait, on est toujours sur la même flèche, quoi. Donc, on est toujours sur un progrès vers la performance. Si on dit que c'est plus du tout cet axe-là qu'il faut aller sur l'autre axe, l'axe de la robustesse, en fait, c'est radical comme changement.
Et c'est beaucoup plus engageant parce que du coup, c'est plus de l'écologie punitive où on réduit les performances, c'est plus de la charité écologique où on essaye de faire avec le système. Il faut acter que ce n'était pas la bonne direction. Donc, il faut changer de direction. Et donc, la direction de la robustesse, c'est celle du vivant, hein, grosso modo. Hein. Donc, Oui, mais ce que tu dis, en fait, c'est que c'est un changement épistémologique, mais également un changement de valeur. absolument, absolument. Donc les deux vont ensemble. Et c'est pour ça que, de ton point de vue, c'est très, très engageant. Hein. Exactement. Mais alors, juste ça l'idée. pour le dire, parce que je fais pas mal de formations auprès des chefs d'entreprise, différents publics, hein, même à l'armée, etc. C'est un thème qui accroche beaucoup. Et même les jeunes qu'on a vus là, de Purpan et d'ailleurs, en fait, hein, ils se rendent bien compte. En fait, dans les écoles d'ingénieurs, hein, les ingénieurs à qui on dit de faire de la performance, ils n'en peuvent plus, en fait. On est en train de quitter le monde du burn-out, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus engageant de dire, ah ben, on va inventer un monde robuste, mais pas performant. C'est d'abord robuste. Alors, on a une discussion moi, que je trouve vraiment passionnante, mais Sandra, et puis il y a pas mal de questions qui sont posées sur le chat. Donc, Sandra, c'est toi qui relais ces questions un peu, ou tu veux que je remonte si vous voulez, je peux vous en relayer une ou deux parce que le temps passe et puis qu'il va falloir conclure. Oui, hélas. Alors, voilà, celle de Claire Veil, vous l'avez posée déjà. Donc, il y avait une question qui remonte sur les artistes. Enfin, c'est plutôt une remarque d'Edwige quand vous avez évoqué les questions d'arrêt de science. Voilà. La création des unités mixtes ont été évoquées aussi. Alors, il y a celle de Pierre Triboulet qui est une question-remarque. Je me demandais s'il y avait une intentionnalité à parler de frontières des savoirs plutôt que de frontières des connaissances. Alors, je peux répondre rapidement parce que je suis un peu responsable de ça. En fait, voilà. En anglais, on dirait knowledge et ce serait réglé. Quand on est en français, en fait, on oppose plutôt connaissance scientifique à savoir en général, aux formes de savoir. Bon, donc, c'est une façon. Donc, quand on parle de frontières des savoirs, on signifie effectivement qu'on aborde les façons de connaître d'une façon plus large que simplement dans la communauté scientifique et on reconnaît qu'il y a différentes façons de savoir, y compris en dehors de la production scientifique. C'est ça, voilà. Il y avait une question pour Olivier de la part de Nemo qui était sur les éléments. Voilà, c'est ça. Sur les éléments fondateurs de ton aggiornamento personnel de la biologie moléculaire à l'importance des flux et dynamiques. Alors, très rapidement, le champ de la biologie des systèmes, par exemple, a aidé beaucoup pour ça. Et en fait, il faut juste regarder dans PubMed, il y a pas mal d'articles avec des titres assez étonnants. Par exemple, la cellule n'est pas une machine, des choses comme ça, quoi. Donc, en fait, il y a énormément de littérature qui va contre ce dogme-là. Mais je peux en dire plus. Merci. Voilà, je pense qu'on a à peu près balayé tous les éléments qu'il y avait dans le chat. Merci, super Sandra. Et puis on garde la mémoire effectivement de toutes les questions, de toutes les remarques. Moi, avant de vous laisser conclure, je voudrais revenir sur un point qui a été un peu évoqué. C'est celui de l'ouverture à la société. Hein. Donc, on l'a mentionné de façon différente. Marianne en a beaucoup parlé avec le travail avec les acteurs. Olivier en a parlé sur le plan des sciences citoyennes et de l'inscription également géographique en fait des lieux de production de savoir. Et Bernard Chevassu indique que dans le chat sacré pour Paris-Saclay, bon, il y a peut-être une ville champignon va émerger autour de ce bel ensemble technoscientifique. Mais on n'a pas besoin d'une ville, hein, il y a des acteurs hein, quand même. Oui, alors il y a même des agriculteurs. Hein. Il y a des agriculteurs, il y a des associations qui sont à fond. Ma question, elle porte sur finalement la façon de combiner cette nécessaire ouverture à la société et la créativité. Et donc, comment on négocie effectivement, et on l'a vu, moi j'ai été passionné par ce que vous avez développé sur vos idées de recherche, sur la créativité. Bon, on n'est pas allé très loin, mais on voit effectivement la profondeur hein, du travail qui est là. Et donc, voilà, comment on associe à cela quand même des relations
vraiment féconde avec la société. Donc, peut-être dans l'ordre initial, Marianne, Fred et Olivier. À ce stade-là de ma réponse, je crois qu'une partie de ce qu'on essaye de faire dans IDEA, c'est justement d'essayer de faire ça à travers des ateliers où on associe à la fois des gens de disciplines différentes. Ils sont vraiment très… parce que tu disais tout à l'heure, Olivier, il ne faut pas les experts. Il faut effectivement pas forcément les experts, mais quand même essayer de les défixer. Donc, par des méthodes, essayer de les défixer, les experts, mais leur expertise peut parfois aussi être intéressante parce que ça permet aussi d'identifier les trous de connaissances, en fait, de les amener à se rendre compte où sont les trous de connaissances avec des acteurs de la société civile dans des espaces de créativité. Donc, bon, ça, c'est créer ensemble des inconnus désirables et pouvoir explorer qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des connaissances qu'on n'a pas et que ce serait intéressant d'aller explorer. Voilà. Merci. Fred? Oui, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette histoire de créativité et un peu d'autonomisation. C'est un peu l'autonomie des chercheurs quand tu dis, si tu dis que ça frotte, c'est que possiblement, si on répond aux grands enjeux, on a peut-être du mal à être créatif ou libre, enfin, de nos sujets. Bon, pour répondre vite, je défends pas, vraiment pas l'idée d'une autonomie nécessaire complète des scientifiques. Voilà, je pense pas que je vois pas au nom de quel grand principe on pourrait dire qu'on éviterait, on n'aurait pas à rendre des comptes à la société. D'autant plus si on est dans une société où la recherche est plutôt sur budget public. Voilà, je pense que donc c'est normal d'avoir un contrôle de la société, un pilotage, un contrôle de la société sur ce qu'on fait. Et donc, c'est normal qu'on nous invite à travailler sur des grands enjeux. Et puis, comme ça a été dit ce matin, peut-être même, il faudrait rentrer dans une économie de guerre et puis dire, il faut qu'on travaille là-dessus. Bon, j'entends ça. Je ne veux surtout pas défendre l'idée qu'on devrait faire ce qu'on veut tous. Voilà. Néanmoins, je pense que actuellement, il y a une certaine tendance à déplacer, à décaler, à déplacer un peu cette question de construction des grands enjeux, élaboration des grands enjeux, des grands sujets sur lesquels on devrait travailler en tant que scientifique, le sortir de la sphère scientifique. Voilà. Moi, quand je suis rentré à l'INRA, c'était un peu l'INRA qui réfléchissait vraiment à ces grands enjeux, etc. Là, on a quand même l'impression, en 20-30 ans, que c'est sorti dans une autre sphère, une sphère politique, peut-être une sphère sociale, et ou une sphère qui est au-dessus des instituts de recherche type ANR qui va construire un peu les grands enjeux, et qu'on laisse un peu à nos instituts de recherche, à nos communautés scientifiques, le soin de bien répondre aux problèmes que d'autres ont posés. Et que la société se pose, mais on ne serait pas forcément dedans. Vous m'entendez? Oui, il y a une coupure. Et donc, voilà, je soutiens quand même l'idée qu'on devrait continuer à rester très impliqué dans la construction des enjeux, des objectifs et tout ça. On revient sur cette question de la problématisation. Et que la créativité, elle doit être dans les réponses qu'on apporte, mais elle doit être aussi dans notre façon de voir le monde, dans notre façon d'appréhender le réel, etc. Il faut aussi nous laisser une créativité dans l'élaboration des questions, des problèmes et tout, et pas uniquement dans la façon de résoudre. Voilà. Et pour moi, le risque, il est peut-être là, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il faut que la science avance et aide la société à répondre sur les grands enjeux, mais, et c'est là où le rapprochement avec les artistes est important, on doit garder une certaine autonomie dans la façon qu'on a de poser les questions et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et voilà. Donc voilà. Merci. On va vers la conclusion. Hein. Voilà, il y a un contenu conclusif dans ce que tu dis, Fred. Et donc, je passe la parole à Olivier. Et donc, avec effectivement une réponse, une réaction, mais peut-être aussi quelques mots de conclusion en même temps. Oui, moi, puisqu'il faut faire court, le mot-clé pour moi, la conclusion, c'est la jeunesse. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. C'est là qu'on va trouver un lien entre créativité, recherche et futur savoir et dans le monde qui vient. J'étais d'ailleurs très content de voir qu'il y avait les étudiants de Purpan, de lycée agricole, qui étaient associés à cette conférence. Je pense que c'est excellent et on devrait le faire beaucoup plus souvent.
Parce qu'en fait, c'est un petit peu la question qu'on se pose tout le temps, hein, c'est quelle planète laisserons-nous aux générations futures? Bon, il ne faut pas oublier de se poser la question inverse, hein, quelle génération future laisserons-nous à la planète? Et donc, il y a toute une partie éducative qu'il faut mettre là-dedans. Et le message un petit peu que je voudrais donner, finalement, peut-être pour conclure, c'est qu'on a beaucoup vu de dystopie des étudiants et on comprend très bien cette éco-anxiété latente, hein, et pour des bonnes raisons. Enfin, il y a quand même des enjeux assez importants. Mais on peut aussi inventer un peu une utopie, un contre-modèle utopique, hein, et surtout, pourquoi en parler à la jeunesse? Parce que les jeunes, là, donc ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui seront à la retraite à la neutralité carbone en 2050 quoi, ou 2060, voilà, ce serait ça l'ordre de grandeur, c'est pour dire les jeunes en général. Ces jeunes-là, ils ont la légitimité pour ce monde nouveau qui vient. Ils ont la légitimité parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils ont profité de ce monde de la performance, de l'hyper-performance pendant leur éducation, etc. Mais quand même, ils ne sont pas responsables du monde qui arrive. Donc, ils ont une légitimité. Et surtout, la voie qui vient, la voie engageante, et encore une fois, si c'est la voie de la robustesse dans laquelle on s'engage, dans la voie de la coopération, c'est beaucoup, beaucoup plus engageant que le monde de la performance qui nous fatigue tous, quoi. Et donc ça, moi, il me semble que c'est, en fait, ne pas regretter le monde d'avant, en fait, ça c'est plutôt quelque chose de positif, quoi, et que j'espère que ça peut être un message engageant pour la jeunesse, quoi. Merci, merci infiniment à tous les trois pour cette conversation, en fait, que j'ai trouvée extrêmement stimulante. Et donc, il est temps de conclure ce colloque. Alors, je ne vais pas faire un résumé. Je vois que Sandra veut intervenir, peut-être, oui. Oui, juste deux petites secondes. Donc, le colloque a été enregistré tout du long. Il sera mis en ligne, toutes les sessions seront mises en ligne en janvier. Et on informera, enfin, il y aura l'information sur le site web. Et puis, je pense qu'on fera un message aussi à l'ensemble des participants. Comme ça, voilà, vous serez avertis. Et puis, avant de se quitter, le mot de la fin pour Pierre Benoît, mais on aimerait que tout le monde, tous ceux qui souhaitent en tout cas, ouvrent la caméra et qu'on puisse faire 2-3 captures d'écran. C'est voilà, ce sera pour avoir un petit souvenir quand même de cette journée et demie passée ensemble. Voilà. Voilà, donc et je peux parler pendant qu'on prend les photos, c'est ça, hein, oui, voilà, c'est ça, en souriant. Il y a pas, oui, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Donc, tous mes remerciements. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais évidemment tous les intervenants, hein, qui ont vraiment accepté de nous faire confiance et de travailler avec nous sur ce colloque. Tout le comité d'organisation, hein, et ce qui a été dit sur les originalités qu'on a introduites, c'est vraiment là une créativité collective, hein, qui a vraiment très très bien fonctionné, et voilà, avec derrière un engagement des acteurs, une prise de risque. Voilà, alors la prochaine fois, on le fera en présentiel, hein. Mais bon, voilà, donc je vois que Bernard rappelle que c'est effectivement les 50 ans. Alors, c'est plutôt les 51 ans, puisque avec Covid, on a perdu un peu on a pris un peu de retard, mais enfin, voilà, il était temps de fêter cet anniversaire. Donc, évidemment, tout l'appui du service de communication du centre qui a joué un rôle très important, et puis la société AIDA qui nous a beaucoup aidés. Donc, j'espère ne pas oublier, voilà, donc évidemment, derrière, on a l'école de Purpan et le lycée agricole. Voilà, donc on a beaucoup de chance, hein. Moi, j'ai énormément de chance de présider le centre de Toulouse, qui est un centre fantastique. On a, voilà, on est monté sur des épaules de géants, hein, comme ça a été dit, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de rêver à un avenir en responsabilité, sachant que il faut, je pense que ces moments de discussion sont des moments importants. C'est pas quelque chose qui est accessoire. Je crois que c'est un des éléments effectivement de la réflexivité qu'on doit avoir. Ça peut être également des moments de créativité, hein. Donc, je pense que c'est vraiment important. Il faut trouver le moyen de poursuivre, d'accentuer. Alors,
voilà, et je pense que on est tous pris dans des lignes d'eau, dans l'urgence, dans les nécessités dont on a du mal à s'évader. Et ces moments, je pense, sont des moments précieux. S'ils existent, c'est grâce à la participation de l'ensemble des personnes que j'ai mentionnées. Et donc, moi, je souhaite évidemment bon anniversaire à ce centre, en ayant vraiment une pensée émue pour tous les contributeurs, hein, dont beaucoup nous ont quittés depuis longtemps, mais ils sont là, ils sont importants, et je pense que ce qu'on poursuit, effectivement, est la preuve que ce qu'ils ont fait avait beaucoup d'importance. Aujourd'hui, on a de nombreuses questions. Hein. Fred disait, ces défis nous tombent dessus un peu de l'extérieur. Je ne suis pas complètement d'accord. Hein. INRAE 2030 est une façon de se réapproprier ces défis en disant, voilà, les orientations scientifiques prioritaires. Maintenant, il faut que nous, chercheurs, à tous les niveaux, on se saisisse de cela. Et ça ne doit pas venir effectivement que d'en haut. C'est un mouvement qui doit être une interaction. Et toutes les initiatives dont on a parlé sont vraiment des initiatives essentielles parce que, effectivement, les enjeux, les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés sont gigantesques. Hein. Donc, il faut y aller. Et effectivement, moi, je reprendrai ce qu'a dit Olivier. Il faut qu'on puisse avoir des messages d'espoir. Il faut qu'on à produire des futurs qui soient désirables. C'est vraiment une impérieuse nécessité et je pense qu'il faut la partager collectivement. Voilà, je n'irai pas plus loin. Voilà, j'ai un peu dépassé le temps, beaucoup même. Donc, merci à tous. Et puis, on ne sera peut-être pas tous là pour les 100 ans, mais on essaie quand même de se retrouver avant. Voilà, merci et puis à très bientôt.